Salut les terriens, soyez les bienvenus pour ce tour d'inspection des travaux de la Starbase à Boca Chica, où SpaceX est actuellement en train de développer sa future fusée 100% réutilisable. Au programme de ce soir, vous allez voir que le Starship aurait, selon la NASA, pour son récent 3e vol d'essai, rendu une copie plus qu'honorable. Vous verrez également qu'un coup de pouce d'Elon Musk sur les réseaux peut littéralement vous aider à gagner en visibilité, enfin ça surtout si vous avez un talent particulier. Nous verrons ensuite que le 4e vol est préparé avec beaucoup de précautions par les équipes de SpaceX. Et enfin, nous rejoindrons Philippe afin de déterminer si oui ou non une seule ferme orbitale sera suffisante ou pas pour les 2 pas de tir. Bon, vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on décolle pour le Texas. Pour fêter le premier anniversaire du premier vol du Starship, le 20 avril 2023, le jeune pianiste inconnu au bataillon Yacine Chafiehy rejouait le fameux morceau phare de la bande-son du film Interstellar, à savoir le morceau composé par Hans Zimmer que j'adore, un compositeur américain d'origine allemande qui a collaboré avec Christopher Nolan, le réalisateur. Elon Musk a donc partagé ce petit extrait du jeune pianiste qui a mis en arrière-plan les superbes images publiées par SpaceX récemment. Notons que, mis à part le talent indéniable de ce dernier, ce partage de la part d'Elon Musk en personne va sans doute faire exploser son nombre d'abonnés et de followers sur les réseaux, alors souhaitons-lui bonne chance, d'autant que le PDG de SpaceX l'a épinglé à son profil X, ce qui ne gâche rien. Vous trouverez le lien vers son profil en description de la vidéo. On peut reprocher pas mal de choses à Elon Musk, ses frasques régulières sur les réseaux, sa radicalisation concernant l'exploration spatiale, qui consiste à penser que nous devons absolument coloniser le système solaire afin de ne pas subir une extinction, etc. En revanche, je pense qu'il est difficile de lui reprocher un quelconque esprit belliqueux, car comme il le dit si bien sur ce récent post, nous ne devrions pas envoyer des missiles sur la tête, mais plutôt envoyer des fusées sur Mars. Alors peut-être que vous allez me dire que c'est encore une façon qu'il a de prêcher pour sa paroisse en passant pour un pacifiste, mais vous en pensez quoi les terriens? Vos avis en commentaire sont bien sûr les bienvenus, dans le respect et la bonne humeur surtout. Et en attendant de voir enfin un équipage poser le pied sur la surface de Mars, atterrissons tranquillement sur le site de lancement avec les équipes de NASA Spaceflight qui se sont offert un petit tour dans les airs au préalable, histoire de se faire une idée globale des avancées des travaux. Une fois au sol, on constate que sur le pas de tir, juste au-dessus de la table orbitale, les chopsticks n'en finissent pas d'effectuer des tests. Au programme, ouverture et fermeture, et le plus rapidement possible s'il vous plaît. À la clé, bien sûr, une inspection en bonne et due forme après chaque essai par les équipes sur place. Et d'ailleurs, je crois bien que ça vient de là, l'expression « courir sur le haricot », non ? Plus bas, on assiste au même combat, à l'image du bouclier noir du panneau à déconnexion rapide de la table orbitale, le BQD en anglais, qui a été retiré. Ceci pour permettre l'accès aux tuyaux d'alimentation en ergol du dispositif afin de les remplacer, comme nous l'avons vu dernièrement. Le bouclier a finalement été remis à sa place. On voit ici l'application avec laquelle les ouvriers vont réassembler la partie arrière de cette protection avec la partie centrale. Bref, sur le pas de tir, on fait de la maintenance, on remplace ce qui ne fonctionne pas et on fait en sorte que tout soit prêt pour le 4e vol. Ce qui est en jeu ici, c'est bien la protection à tout prix du Stage 0, de toutes les connectiques et tuyaux d'alimentation qui serviront à faire le plein du gigantesque booster de façon rapide et efficace, sans avoir à changer tout le système pour autant entre chaque lancement. Avant de nous rendre sur le site de Sanchez, que nous n'avons pas visité depuis un certain temps d'ailleurs, on remédie à cela tout à l'heure, allons voir dans le fond du site de lancement, vers l'ancien pas de tir suborbital B, comment avance le chantier du second pas de tir. Là-bas, un sacré monticule de terre a été livré, on en parlait samedi soir dernier, dans l'optique de viabiliser le sol, le terrasser et surélever l'ensemble, et de pouvoir enfin commencer les fondations de cette 2e version du pas de tir. On surveillera de près la construction de la V2 de la tour et de la table orbitale, d'éventuels changements qui pourraient bien les distinguer du premier pas de tir. Affaire à suivre. On a des nouvelles également de ce qu'ont pensé les institutions de ce 3e vol du Starship via Eric Berger, qui nous reporte sur son profil X les propos d'Amit Kshatriya. En fait, ce monsieur n'est ni plus ni moins que l'administrateur associé adjoint du programme Moon to Mars au sein de la direction des missions de développement des systèmes d'exploration au siège de la NASA. En gros, ce n'est pas n'importe qui. Cet homme, qui est responsable de la planification et de la mise en œuvre des programmes des missions humaines sur la Lune et sur Mars, nous fait savoir que le 4e vol du Starship est bien prévu avant la fin du mois de mai.
Toujours selon Amit Kshatriya, le récent test du 14 mars dernier, effectué par le S28 et le B10, a été décisif, avec le transfert d'ergols parfaitement réussi par l'entreprise, et que dans l'ensemble, ce troisième opus aurait été, je cite, un grand succès. Allez, partons à présent pour le site de Sanchez. Sur le bord de la Highway 4, la SH4, l'unique route qui dessert Boca Chica et donc la Starbase de SpaceX, les caméras de Lab Padre veillent, leur emplacement est d'ailleurs idéal pour suivre en direct et enregistrer la progression très rapide du chantier alloué au futur parking. Ce dernier viendra délimiter le site de Sanchez et le site de production, un énorme parking donc qui se logera dans le dos du High Bay et du premier méga bay. Allez, courage les gars, encore quelques étages et les employés de SpaceX pourront enfin mettre leur véhicule à l'abri des intempéries et n'auront plus besoin de se battre pour trouver une place à l'entrée du site comme on en a déjà parlé. Bon, rendons-nous maintenant sur le site de production en prenant une voiture depuis le village de SpaceX. C'est l'occasion de jeter un œil rapidement sur le chantier des bureaux de l'entreprise qui avance fort bien ma foi, et de longer la Star Factory qui a définitivement de l'allure à présent, mais on revient sur cette usine à prototype dans quelques instants. Posée au pied du premier méga bay, la section de séparation à chaud des deux étages, appelée en anglais Hot Staging, a été capturée par les caméras de l'équipe de NASA Spaceflight. Pour rappel, cette section n'est destinée qu'à cette étape de vol, la séparation des deux étages, et devrait de plus bientôt apparaître sous un tout autre design, comme nous avons pu le voir lorsque nous avons abordé le sujet des prochaines versions du Starship. Bref, la fameuse couronne qui sera déposée au sommet du premier étage et qui consacrera le futur roi de l'orbite, je parle ici du B11, ne devrait pas tarder à être installée. Cependant, attention, si on aura probablement le droit à une pause de hot staging sur le booster dans les prochains jours, cela ne veut pas dire pour autant que le B11 va retourner sur le pas de tir bientôt. Car comme nous l'avons vu sur le site de lancement, le Stage 0 est très occupé avec toutes sortes de maintenance et de travaux. Voyez, quand on vous parlait samedi dernier d'un 4e vol plutôt pour la fin du mois de mai, et non pas en début de mai comme l'annonçait Elon Musk, on était dans les clous. Bon, puisqu'en arrivant sur le site, on parlait de la Star Factory, justement c'est le moment de revenir un petit peu sur ce gigantesque bâtiment, un endroit d'où sortiront toutes les prochaines versions de premier et de deuxième étage du Starship. Encore une fois, c'est un peu l'équivalent d'une Gigafactory de Tesla. C'est donc très intéressant d'aller espionner un petit peu les ouvriers qui s'appliquent à donner la touche finale à l'angle de la façade, qui sera entièrement recouvert de panneaux vitrés. Alors oui, je parle de panneaux vitrés, certes, mais ce seront des panneaux vitrés fumés. Du coup, je pense qu'on va avoir pas mal d'observateurs de la Starbase qui viendront se poser à la nuit tombante en face de la Star Factory, sur les bords de la Highway 4, pour tenter de capturer quelques images. Je me demande aussi pourquoi SpaceX a opté pour une façade noire. En termes de chaleur à l'intérieur du bâtiment, cela ne semble pas être idéal, non? Vous en pensez quoi, vous les terriens? Bon, en tout cas, pour finir, ne dérangeons pas à la règle et rendons-nous sur l'un des sites de la Starbase les plus éloignés du pas de tir. Je vous propose d'y aller en booster. Ah ouais, parfaitement en booster, avec le B13 qui participera au 6e vol si rien ne vient perturber d'ici là la chronologie des lancements planifiés par l'entreprise. Bon, comme il se rend sur le site de Massey, ça tombe bien, suivons-le. Dans la nuit du 27 au 28 avril, ce week-end donc, le B13 passait en effet les tout premiers essais cryogéniques, ceci en pleine nuit, de quoi démarrer doucement et en toute discrétion sa campagne de test. Au passage, vous noterez que le booster n'a pas encore récupéré ses grandes oreilles, ses grid fins, et oui, pourquoi s'embarrasser quand on peut faire plus léger? Tandis que les ouvriers travaillent sur le tout nouveau stand, on est tous en train de se demander si SpaceX se risquera finalement ici à faire passer quelques tirs statiques à ses boosters. Mais bon, comme on le disait tout récemment, peu de chances que cela arrive au vu du nouveau déviateur de flamme qui semble être dimensionné exclusivement pour les tirs statiques du 2e étage. Et puis, c'est pas le genre de l'entreprise de sortir des clous, ou de prendre trop de risques, pas vrai? Allez, arrêtez, vous allez me faire douter. Allez, passons à vos questions, auxquelles notre Philippe National répond chaque semaine, avec cette fois celle de Franck. Bonjour Quentin, merci beaucoup pour vos vidéos et surtout pour les réponses aux questions des internautes. J'en ai une question concernant la 2e rampe de lancement, l'OLM. Pensez-vous qu'ils vont utiliser la nouvelle ferme à ergol afin d'alimenter les 2 rampes de lancement? Pour moi, il serait judicieux d'utiliser une ferme à ergol pour les 2 OLM, et à la place de l'ancienne ferme à ergol, fabriquer une zone de réservoir d'eau pour le système du déluge pour la future rampe. Eh bien, bonjour Franck, et merci pour tes encouragements. En fait, lire ta question, ça m'amène à envisager une réponse du genre oui, oui et re-oui, car les solutions que tu suggères sont également celles qui me trottent dans la tête. Serais-tu un petit peu médium? Bon, j'ai déjà pas mal écrit sur le sujet de la nouvelle tour, et les récents travaux menés in situ montrent déjà dans les grandes lignes à quoi pourra ressembler ce 2e pas de tir. Mais revenons tout d'abord sur sa localisation.
Quand on regarde le périmètre du site de lancement de Boca Chica, on ne peut être que surpris par sa forme tarabiscotée et inutilement compliquée, qui de plus semble évoluer de façon tout à fait erratique au fil des semaines et des mois. On se doute bien que ce dessin en forme de pièce de puzzle ne correspond pas à un choix délibéré de SpaceX, mais qu'il s'agit ici plutôt d'une contrainte subie. En effet, et tout comme chez nous d'ailleurs, il existe au Texas une loi littorale qui interdit de construire les pieds dans l'eau et fixe une altitude minimale réglementaire par rapport au niveau 0 NGF. Le site de Boca Chica, lui, se trouve du côté intérieur de la lagune, l'amplitude des marées y est un peu plus faible que directement sur l'océan, et la règle semble ici se transformer en « il est interdit de construire sur des terres immergées lors des plus hautes eaux ». Et c'est bien ce que nous observons. Nous avons tous remarqué le marquage du périmètre sauvé des eaux réalisé par poste d'une clôture de grillage noir, régulièrement déplacé mètre après mètre par des employés attentifs qui délimitent, niveau laser à la main, le nouvel emplacement des piquets lorsque Dame Nature a généreusement déposé une couche de sable et de vase au gré de ses caprices. C'est seulement à l'intérieur de cet îlot que construire est autorisé, et ceci mène à une situation ubuesque à cause de laquelle une occupation rationnelle et optimisée des surfaces n'est pas possible. Alors certes, SpaceX a souvent le don de nous étonner par des choix un peu folkloriques, mais dans ce cas précis, ils n'y sont pour rien. Il faut se remémorer la forme émergée du site il y a 3 ans, lors des débuts des travaux de création du premier pas de tir. Si plus de place avait été disponible, il est évident que les ingénieurs n'auraient pas construit le pas de tir à moins de 40 mètres de la ferme à ergols. Ce seul emplacement possible, très loin de l'idéal, a été subi et non voulu. Il faut souhaiter très fort au projet Starship de ne jamais connaître d'accident majeur lors d'un décollage ou d'une tentative de rattrapage car les conséquences seraient dévastatrices. Les projets d'extension initiaux des installations ont très tôt fait l'objet de plans qui nous montraient clairement qu'une toute autre disposition des équipements était prévue initialement. L'achat des terrains réalisés par le passé l'a été dans le but de pouvoir s'étendre facilement et sans contrainte particulière, mais la nature, l'administration aux États-Unis et les diverses associations de protection de la nature ont quelque peu chamboulé ce beau panorama. Alors nous sommes maintenant en avril 2024 et le périmètre du site a notablement évolué, mais aucune surface vaste et régulière n'a été gagnée sur la lagune. La place, c'est toujours ce qui manque le plus. Côté ouest, la théâtrale entrée Gateway to Mars a été construite un peu rapidement, façon de dire ici on est chez nous, mais sa raison d'être risque bien de vaciller suite au choix de la seule localisation possible pour la nouvelle tour. Cette entrée se trouvera en effet à moins de 100 mètres de la future table orbitale et de sa cohorte de Raptor. La création puis la disparition du parking automobile quelques mois à peine après sa finition montrent bien que l'entreprise navigue à vue, sans possibilité de planification claire à moyen ou long terme. Pour reprendre ta première proposition, créer une nouvelle ferme à ergols me semble, vu de ce jour, effectivement incompatible avec les exigences cadastrales. La ferme existante devra probablement desservir les 2 pas de tir, ce qui techniquement ne devrait pas présenter trop de difficultés vu sa récente augmentation de capacité. La longueur plus importante des tuyauteries occasionnera immanquablement des pertes supplémentaires d'ergols lors des diverses opérations de purge des tuyauteries ou de transfert d'ergols lors des remplissages des réservoirs du vaisseau. Par contre, l'éloignement plus important, d'environ 200 mètres, sécurisera énormément le site en cas de coup dur. Cette solution est d'autre part et de loin la plus rapide à mettre en œuvre, car rappelons-nous simplement que l'actuelle ferme est en incessante construction-modification depuis près de 4 ans. Donc si SpaceX veut rendre son nouveau pas de tir orbital opérationnel dans des délais courts, l'utilisation de l'installation existante est inévitable. La localisation précise du futur pas de tir peut se deviner au travers des travaux préliminaires d'assainissement et de drainage des sols qui viennent d'être réalisés. Ici encore, la découpe folklorique du terrain mène à une impasse, si par malheur, la mince et longue bande de lagune qui coupe le futur pas en deux ne parvenait pas à être acquise suffisamment vite. Il est probable que d'ici 5 à 10 ans, la nature l'aura comblé, mais l'entreprise ne peut pas se permettre de tels délais, le tribunal administratif devra donc trancher. Quant à l'ancienne ferme suborbitale, lorsque le stand d'essai moteur des Starship nouvellement créé sur Massey sera opérationnel, elle sera rapidement démontée car devenue sans intérêt. Son emplacement pourrait en effet servir à localiser le futur système d'approvisionnement et pressurisation en eau du bouclier thermique nouvelle génération du futur pas de tir. Il est par contre à ce jour impossible de trancher sur le niveau d'évolution réel que présentera ce nouveau pas de tir, table, tour et bouclier thermique. Une refonte complète du dessin serait hautement souhaitable au vu des contraintes énormes que subit la version actuelle de ce matériel en exploitation. Avec une ambition de plusieurs lancements par mois, l'installation déjà en service ne pourrait en aucun cas survivre bien longtemps.
Il y a dès maintenant suffisamment de retours d'expérience pour pouvoir définir un nouveau dessin plus robuste et plus fonctionnel. Mais ceci nécessiterait de reprendre les études à zéro et rendrait les délais non compatibles avec le tempo muskien. Le pas de tir fantôme du KSC subit actuellement une déconstruction dont on ignore encore l'exacte ampleur. Là-bas aussi, l'incertitude règne. Les jambes de la table orbitale ont été entièrement retirées et l'anneau de la table, véritable arlésienne, n'est jamais sorti officiellement de son hangar. On peut raisonnablement penser que son avenir, dans sa forme originale en tout cas, est fortement limité. Le KSC rencontre en fait les mêmes problèmes de promiscuité qu'au Boca Chica, à ceci près que les installations collatérales appartiennent à la NASA, qui verrait d'un très mauvais œil la destruction de ses équipements. Comme quoi, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Si ce genre de lancement est maintenu, il faudra qu'il présente à l'administration spatiale de solides garanties de sécurité que le matériel initialement prévu aurait eu du mal à respecter. Quant au site de production de Roberts Road, après une phase de croissance accélérée il y a 2 ans, il semble en pleine léthargie aujourd'hui. Il est largement distancé par son frère texan, quasiment prêt à sortir des Starships en série comme des voitures électriques. Ça c'est une chose qui n'était peut-être pas prévue au départ, et je dirais donc qu'il y a moins d'urgence en Floride qu'au Texas. Le site de production de Boca Chica, autrefois simple atelier de fabrication artisanale de prototypes, se métamorphose rapidement en usine géante de production industrielle. Fabriquer au Texas signifie aussi lancer du Texas, et il faudra donc sur place et à court terme une paire de pas de tir à la fiabilité indiscutable pour ne pas constituer un goulet d'étranglement. Maintenant, reste à savoir quelle option sera choisie par l'entreprise. Est-ce que ce sera prendre un peu plus de temps dès maintenant et étudier un nouveau pas orbital version 2.0, ou alors faire le choix du délai de mise en œuvre le plus rapide en apportant une énième couche de modification sur un sapin de Noël déjà bien chargé? En tout cas, on devrait bientôt le savoir, donc comme toujours, wait and see. Et voilà les terriens, merci pour vos nombreux commentaires et vos remarques. Comme toujours, vous connaissez ma petite ritournelle de fin de vidéo, mais si le contenu qui vous est proposé ici vous plaît, et si vous souhaitez nous soutenir pour être tenu informé chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de partager cette émission sur vos réseaux, et de faire briller ce pouce en l'air de YouTube. Allez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Quant à nous, on se retrouve vendredi sur le Journal de l'Espace, afin de récapituler et d'analyser l'actualité spatiale de la semaine. Salut les terriens!